Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie en ce milieu de semaine. Le Stade Louis II s'apprête à accueillir à nouveau du public pour les matchs de foot, à commencer par ce vendredi pour la première journée du championnat de France. Nous serons avec le responsable de l'offre Stade, Nicolas Descous. Il nous présentera entre autres les abonnements avec un effort fait pour les enfants cette année. C'est l'été, même s'il n'a pas fait très beau aujourd'hui. Nous irons au Larvoto pour savoir ce que vous pensez des nouvelles plages. Nous avons également mené une enquête sur les tendances des maillots et comment se détermine votre choix. Elena Rossoni, notaire, vous présentera les ateliers auxquels vous pouvez participer au musée d'anthropologie préhistorique. Vous pourrez constater que la femme sapiens sera à l'honneur. Et enfin, dans une page culture, nous reviendrons sur la pièce Stallone qui vient d'être jouée mardi soir au Fort-Antoine. Et vous découvrirez les coulisses des concerts au Palais Princier. Avant de développer tout cela, un premier point sur l'information avec vous, Julia Vial, bonsoir. Et un bon résultat pour l'AS Monaco FC. Bonsoir à vous Fabien, bonsoir à toutes et à tous. En déplacement sur la pelouse du Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, l'AS Monaco a débuté sa saison par un très beau succès Fabien. C'est Aurélien Tchouaméni qui a ouvert le score à la 37e minute, suivi de Kevin Volland en seconde période. Score final 2-0. Il faudra désormais confirmer mardi prochain lors du match retour qui aura lieu au Stade Louis II pour accéder au barrage. L'AS Monaco FC renforce d'ailleurs encore son effectif déjà bien garni avec l'arrivée d'un jeune joueur. Il s'agit de Myron Boadou, 20 ans, qui s'est engagé avec le club pour les 5 prochaines saisons. L'avant-centre d'origine néerlandaise a été formé par l'AZ Alkmaar, club qu'il a rejoint en 2013. En 2018, il signe son premier contrat pro avec le club et inscrit peu après son premier but en professionnel à l'âge de 17 ans. Myron Boadou compte ainsi déjà 38 buts et 18 passes décisives en 88 matchs. Vous l'aurez compris Fabien, ce joueur est un prodige. Lors de leur premier match européen, les joueurs de l'AS Monaco portaient leur nouveau maillot Third et une tenue en hommage au Rocher, Julia. Après avoir dévoilé ses tenues domicile et extérieur le mois dernier, l'AS Monaco est l'un des premiers clubs à présenter les couleurs de sa tunique Third pour la saison 2021-2022. De couleur blanche l'année dernière, l'équipementier du club a choisi une teinte crème cette saison. Clin d'œil incontestable au rocher, symbole de la principauté. On retrouve également sur cette 3e tunique une déclinaison de la nouvelle diagonale inclinée à 55 degrés, appliquée via un imprimé graphique présent sur la face avant du maillot. En basket, la Roca Team a installé un nouveau système d'éclairage à la salle Gaston Médecin. Grâce à son succès en Eurocoupe la saison passée, vous le savez, Monaco participe aux côtés de l'Asvel à l'Euroleague cette année. Alors que la saison régulière de la compétition va démarrer le 30 septembre prochain, les organisateurs de l'Euroleague ont officialisé le calendrier des 34 journées. Et pour la toute première, le coup d'envoi sera donné sur le parquet de la salle Gaston Médecin à Monaco. Des ajustements ont donc dû être réalisés pour améliorer la qualité des infrastructures et ainsi accueillir ces manifestations de plus grande ampleur. Le nouveau système d'éclairage qui a été installé aujourd'hui en est un bel exemple, Fabien. Merci Julia. Vous parliez de la victoire de l'AS Monaco FC à Prague, 2-0 avec un match retour ce mardi 10 août à 20h. Et cette année, du public au Stade Louis II. Notre invité aujourd'hui pour parler de cela, le responsable de l'offre Stade, Nicolas Descous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez regardé le match d'hier, je suppose, plutôt pas mal sportivement pour les Rouges et Blancs. C'est une bonne première étape. Il y aura la deuxième étape mardi prochain au Stade Louis II. Mais c'est une bonne chose, cette victoire fait du bien et lance bien la saison. Ça y est, après tant de temps, c'est le retour du public dans le stade, mais avec des conditions, j'imagine. Oui, on était impatients de retrouver du public au Stade Louis II. Le retour se fera donc vendredi, en respectant certaines conditions liées à la crise sanitaire. Quelles sont ces conditions, justement ? Il faudra avoir un pass sanitaire. Qui dit pass sanitaire, donc c'est soit une vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Ou être guéri du Covid depuis moins de 6 mois. Ce sont les premières conditions. Ensuite, le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du stade et une pièce d'identité sera demandée également à l'entrée du stade. Nous avons échangé tout au long de la semaine avec le gouvernement pour justement que le retour du public dans le stade se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et donc on aura une jauge à 70%. Au sein du stade, en respectant une distanciation entre les sièges pour des groupes maxi de 10 personnes.
Ça doit être excitant, comme ça, de revoir les sièges à nouveau disponibles et de pouvoir bientôt entendre des supporters. Ah oui, oui, parce que c'est long. Voilà, plus d'1 an et demi, c'est long pour tout le monde, aussi bien pour l'ensemble des salariés qui travaillent à l'organisation du match, aussi bien pour les joueurs, parce que c'est sûr qu'un stade vide manque d'émotion. Donc l'attente est vraiment là et on a hâte d'être à vendredi. Vous avez en charge donc les abonnements et la billetterie. La programmation du championnat de France est connue. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une émulation ou pas encore? Les gens sont un petit peu frileux. En fait, liés à la crise, ils sont un petit peu dans l'attente, c'est vrai. À ce jour, on a 1200 abonnés. On reste quand même dans des bons taux d'occupation, des bons critères, mais il n'y a pas eu une émulation folle voilà, à laquelle on aurait pu s'attendre. Oui, parce que l'Europe, cette année, ça va avoir une influence, j'imagine. Je pense que beaucoup de monde attend de savoir si nous allons participer à la Champions League ou à l'Europa League. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'abonné, il y aura des priorités d'achat sur tous les matchs de Coupe d'Europe à des tarifs préférentiels. Donc voilà, il y aura peut-être cette attente qui fait qu'on aura un surplus d'abonnés d'ici la fin du mois et début septembre. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'abonnement? Parce que vous l'avez dit, on navigue un petit peu encore à vue avec cette crise sanitaire. Quelles sont les propositions? La grosse nouveauté pour cette année, c'est l'abonnement Kids. Après discussion avec les groupes de supporters de l'AS Monaco, il y avait une volonté de rajeunir notre public et de favoriser voilà, la jeunesse. Et donc, pour tous les moins de 12 ans, il y a un abonnement, voilà, pour être clair, à 72 €, donc à moins de 4 € le match. On peut venir au stade et assister à l'ensemble des matchs tout au long de la saison. Et c'est vraiment voilà, une offre intéressante pour la jeunesse. Alors évidemment, au niveau des droits télé, on le sait, c'est une grosse manne, mais qu'est-ce que représentent les entrées au stade, la billetterie? C'est vrai que le budget est important. Nous, la billetterie est intégrée à l'ensemble du budget de la direction commerciale. Donc il est inclus avec toute la partie sponsorship, la partie partenariat VIP et la partie billetterie grand public. Oui, c'était un manque à gagner important, j'imagine, l'année dernière. Oui, tout à fait, à tous les niveaux. Prochain match de Ligue 1 ce vendredi à 21 h. Monaco reçoit Nantes et vous êtes les bienvenus au stade Louis II. Nicolas Descous, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Le maillot de bain est un incontournable du dressing estival. Certains sont à la pointe de la nouveauté, quand d'autres voient d'abord le côté pratique. Et vous, comment les choisissez-vous? Qu'est-ce qui ressort cette année? Charlotte Moreno et Thomas Deus sont allés mener l'enquête sur les plages. Un vêtement léger qui pose de bien sérieuses questions. Comment le choisir? Plutôt montré ou caché? Disons que maintenant, vu mon âge, je suis plus sur les une pièce. Voilà, et puis je regarde un peu la tendance, les coloris, les motifs, les formes. J'aime bien quand c'est un peu échancré, quand ça marque un peu la taille et que ça couvre bien le bas. La tendance, chacun a la sienne et il y a les plus pointilleux sur le sujet. Ah, moi j'ai une douzaine de maillots de bain, donc je suis une maillovore et j'aime beaucoup en racheter chaque année. Je choisis des formes qui sont plutôt saillantes par rapport à ma morphologie, une morphologie qui évolue aussi parce que j'ai 2 enfants maintenant. J'aime beaucoup avoir des couleurs différentes pour pouvoir les associer à des t-shirts en fonction de la couleur du t-shirt, d'avoir un maillot de bain d'une autre couleur. Et ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est la provenance. Là, j'ai un maillot de bain français et j'aime beaucoup choisir du français, du local. Pour d'autres, la question est vite vue. C'est pas moi, c'est ma femme qui choisit. Et dans les magasins, il y en a pour tous les goûts, différentes formes, fleuries, colorées, le une pièce est bien de retour, mais surtout les modes se répètent. Ce maillot-là, la particularité, c'est qu'il est très échancré. Donc ça revient à la mode au niveau des années 70-80 et tout revient. Style Brigitte Bardot, ça revient à la mode, le petit Vichy rouge qui a été un carton dans les années 70 et ça revient aujourd'hui en 2021 avec un très grand succès. L'image de Brigitte Bardot en bikini en 1953 a marqué les esprits. 70 ans plus tard, le bikini, symbole de la libération des femmes, reste toujours l'incontournable sur les plages. Vous avez retrouvé la plage du Larvoto depuis maintenant un mois, complètement transformée. En êtes-vous satisfait? Charlotte Moreno et Olivier Bonello sont allés à la rencontre des principaux concernés.
Bilan très positif, exceptionnellement positif. C'est une très belle avenue, la plage est très confortable, elle a l'air de plaire à tout le monde et pas qu'à nous. Oui, ça va, c'est bien. Oui, comme ça il y a des digues, on peut sauter. C'est plus clair, plus moderne, plus au goût du jour, donc non, c'est très bien, c'est une bonne mise à jour. Mais c'est mon enfance qui est partie parce que je vivais là et tout. Donc... Ah, donc qu'est-ce qui te manque alors? Il y avait un carrousel ici, tous les restaurants et tout en haut. J'aimais bien la terrasse parce que je fais du vélo et la terrasse, je trouve elle était beaucoup mieux, beaucoup plus large, il y avait beaucoup plus d'espace. C'est quand même plus large, c'est plus agréable, donc forcément pour les rondes, pour faire surveiller la plage, c'est plus pratique. Et même si on doit intervenir, même pour les pompiers, il y a des accès partout de chaque endroit. Donc c'est plutôt assez rapide. Et pareil avec la police maritime, on a le jet ski. On intervient assez rapidement, donc franchement, oui, il n'y a que des points positifs. Et après un passage sur les plages du Larvoto, rien ne vous empêche d'aller faire un tour au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Elena Rossoni, notaire, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous proposez cet été pour les visiteurs? Qu'est-ce que l'on peut découvrir au musée? Alors on a toujours notre exposition spéciale Monaco, l'archéologie monégasque révélée. Et on a mis en place sur la terrasse panoramique une exposition estivale pour découvrir un petit peu le lien entre la femme et la préhistoire, l'art, les différentes méthodes de taille et aussi le paysage de Monaco qui a beaucoup changé. Alors qu'est-ce que la femme a d'important dans la préhistoire au point de vouloir comme ça la mettre à l'honneur cet été? C'est qu'on l'avait peu étudiée jusqu'à présent. On parlait souvent de l'homme préhistorique, mais la femme dans sa généralité. Exactement, la femme a bien sûr aussi eu sa place, donc on la met ici et on va continuer même à la rentrée à la mettre en valeur, en évidence, grâce aux études et aux recherches qui ont été effectuées par nos équipes et par nos collègues. Ici, on vous propose par exemple les statuettes féminines des Balzirossi, des grottes de Grimaldi, donc là où le prince Albert Ier et ses équipes, ainsi que Louis Barral et Suzanne Simone, ont beaucoup fouillé. Donc il y a des propositions. Vous savez aussi qu'on a des sépultures originales et des reproductions. Donc on a la Dame du Cavillon par exemple, et là on propose avec les dessins d'Éric Lebrun des restitutions de ces premières femmes de la préhistoire. La Dame du Cavillon, qui est-ce? Alors la Dame du Cavillon, c'est une très belle histoire. Il y a une très belle monographie, un ouvrage scientifique qui est sorti dirigé par le professeur de Lumley, auquel nous avons collaboré, et on a été réétudié une sépulture, un squelette qu'on pensait d'un homme. On l'appelait l'homme de Menton jusqu'à la nouvelle étude, et en fait c'est une femme qui a vécu il y a 25 000 ans dans la région et qui a été parée pour son voyage dans l'au-delà, par exemple, d'une coiffe funéraire. Il y a eu de nombreuses offrandes qui lui ont été faites. Elle avait 37 ans et une très belle histoire de solidarité de son groupe est racontée ici au musée et aussi dans d'autres musées de la région. C'est ce que l'on va pouvoir donc découvrir au musée. Vous proposez aussi des activités, des ateliers? Oui, tout à fait. Alors vous savez que nous sommes très tournés vers les familles, les jeunes, les enfants. On accueille par exemple le CUN, les passeports culture, mais aussi toutes les familles pour des visites VIP, des escape games, des anniversaires aussi insolites. Donc tout le monde est bienvenu au musée cet été. Oui, il y en a pour tous les âges? Tout à fait. On va proposer d'ailleurs prochainement, pour la première fois, un atelier pour les 3-5 ans, pour les petits bouts de chou, et avec des fouilles, avec de la peinture et une première découverte de la recherche préhistorique. Et que faut-il faire pour participer à ces activités? Alors, bon, l'entrée, vous le savez, est soit gratuite sur présentation de la carte d'identité monégasque ou pour les enfants de moins de 5 ans. Sinon, c'est 1 €. Et pour tout ce qui est atelier et visite guidée, il y a les tarifs et l'inscription, bien sûr, auprès de l'accueil du musée. Elena Rossoni, notaire, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. On vous retrouve, Julia, pour le reste de l'actualité en bref. Du 16 juillet au 14 août, comme chaque été depuis 45 ans, Monaco devient le lieu de rendez-vous incontournable des plus grandes stars avec le Monte Carlo Sporting Summer Festival. Ce vendredi 6 août, vous pourrez retrouver Paolo Conte qui entame une nouvelle tournée internationale en 2021. Après 4 ans d'absence, il sera de retour en principauté dans l'enceinte de l'Opéra Garnier. Le lendemain, le samedi 7 août, c'est la superstar Enrique Iglesias qui viendra se produire à la salle des
les étoiles pour un concert exceptionnel. L'artiste latino le plus en vogue de sa génération a effectué 10 tournées internationales et compte plus de 45 récompenses à son actif. Après plusieurs performances devant plus de 10 millions de fans, il ne se rendra disponible que pour une poignée d'entre vous le 7 août en toute intimité. Julia, la dernière représentation théâtrale du Fort Antoine s'appelle « Le signal du promeneur ». Rendez-vous ce vendredi 6 août à 21h30 pour un spectacle qui tentera de répondre aux problématiques de notre société. Le signal du promeneur met en scène 5 porteurs de lanternes qui se sont rassemblés pour agir ensemble. Et pour cela, les acteurs se serviront de différents tableaux utilisant le chant, la musique live et l'humour. C'est une pièce qui vous fera à coup sûr réfléchir. Il s'agira, Fabien, vous l'avez dit, de la toute dernière représentation au Fort Antoine, alors profitez-en. Et avant cette dernière soirée au Fort Antoine, il y avait l'avant-dernière soirée qui a eu lieu ce mardi. Et vous allez le voir dans ce reportage de Sandrine Nègre, Sylvester Stallone est venu d'une certaine manière s'inviter dans ce lieu prestigieux. Sylvester Stallone n'était pas là en personne, mais était effectivement à l'honneur tout au long de cette pièce. Car l'interprète de Rocky devient pour le personnage de Lise un véritable mentor. Au fil des minutes, le spectateur s'attache à elle, une femme très touchante. Elle s'est mise à courir. On raconte l'histoire de Lise, qui est secrétaire médicale et qui décide, après le visionnage de Rocky III, elle découvre Rocky III au cinéma, elle décide de réinvestir sa vie, elle retrouve son désir et l'œil du tigre. Stallone, c'est une figure qui, voilà, c'est une figure pour elle d'émancipation et de fascination et elle n'aura de cesse de rendre hommage à Stallone et jusqu'au bout, voilà, avoir comme une dette, voilà, envers lui parce que elle va voir tous ses films, elle n'aura de cesse de le remercier en cachette et c'est une histoire de passion, de fascination et d'amour et pour le cinéma et pour la figure de Stallone. Ouais. Elle allait tout recommencer. Elle avait 25 ans, c'était maintenant ou jamais. Comme Rocky Balboa, elle allait travailler, encore et encore. Cette pièce est l'adaptation de la nouvelle d'Emmanuel Bernheim. La musique joue un rôle essentiel aussi dans la mise en scène. Elle deviendra médecin. Le dimanche, Lise était rétablie. Dans ma rencontre et dans mon travail avec Clotilde M, parce qu'on a fait un long métrage ensemble, on a fait des courts métrages ensemble, donc on a développé une relation de travail. Et j'ai un amour très fort aussi pour le théâtre. À travers Clotilde, j'avais envie de m'autoriser à aller au théâtre. Et donc, voilà, c'est une sorte d'équation un peu magique entre l'écriture d'Emmanuel Bernheim, donc j'ai senti qu'il y avait un potentiel à accepter, parce qu'on raconte presque la nouvelle en tant que telle. Hein. La rencontre avec Clotilde, voilà, ça m'a autorisé au théâtre. Et puis Stallone est venu comme ça, un peu parrainer ce désir. Elle en faisait aujourd'hui le serment, et elle n'attendrait pas qu'il passe à la télévision. Ah non, elle irait les voir en salle, elle paierait sa place. Elle lui devait bien ça, car c'est grâce à lui que sa vie allait changer. Autre lieu ô combien prestigieux, la cour d'honneur du Palais Princier. Les dernières mesures seront jouées ce jeudi par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ça a été au total 6 soirées d'été, mais pour qu'un tel événement puisse se dérouler sans encombre, des petites mains travaillent dans l'ombre. Alexandra Pani vous emmène dans les coulisses de ces emblématiques concerts du Palais Princier. Les portes de la cour d'honneur ne s'ouvrent que pour de rares occasions. Les concerts au Palais Princier offrent une porte d'entrée au grand public dans ce lieu mémorable, empreint de l'histoire des Grimaldi. L'idée de ces concerts en plein air est née en 1959. Depuis, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo investit les lieux pour 6 concerts durant les mois de juillet et août. Mais avant l'arrivée sur scène des musiciens, tout doit être parfaitement orchestré. De l'installation à l'aménagement, tout est régi par ces hommes et femmes de l'ombre. Patrick, le directeur technique de l'OPMC, foule cette scène depuis 32 ans. Alors on s'adapte au lieu, bien évidemment. Ici, l'acoustique est différente qu'à l'auditorium. Et puis, il faut prendre en compte toutes les caprices de la météo aussi. Pour chaque concert, on doit mettre le set de chaises, pupitres et tous les instruments qui sont en rapport avec l'œuvre jouée, percussion, piano éventuellement. Ce soir on n'a pas de piano, mais sinon il y a des pianos, percussion, harpe, tout le matériel d'orchestre, plus la musique. Il y a une disposition qui est plus ou moins classique,
Donc on a le quatuor en bas, et après les vents et les cuivres qui sont derrière, suivi de la percussion. Donc ça c'est le plan à peu près classique d'un orchestre. Chaises au pied coupé pour s'adapter à la configuration du lieu, pupitres parfaitement alignés et mise en place des coussins pour rendre la soirée encore plus agréable. Un travail conjoint des équipes de l'Orchestre Philharmonique et du Palais Princier. Ces concerts ont été voulus par le prince Régnier III. Les services du palais étaient dès le départ chargés de l'organisation des concerts, la gestion du public, l'entrée, les chaises, la scène ou encore les lumières. 15 jours avant le premier concert, on installe toute la cour d'honneur, donc toutes les chaises, le podium, les jardinières. Donc on installe la salle complètement pour les concerts. Que ce soit les menuisiers, les serruriers, les peintres, ça peut être n'importe quel atelier. C'est une équipe de 8 personnes pendant 2 semaines qui mettent en place tout ça, on va dire, en plus de leur travail habituel. Le jour J, donc après on a des placeurs, donc il y a une quinzaine de placeurs. Donc ça aussi c'est tous les corps de métier du palais, que ce soit aussi les lingères, aussi la maintenance. Donc il y a une quinzaine de placeurs qui, donc quand ils arrivent, ils mettent les coussins en place. Et ensuite, ils se changent et ils attendent le public pour les placer individuellement. Là on recule parce qu'on va se mettre en place pour la première pièce qui demande à ce que l'orchestre soit reculé pour pouvoir mettre le quatuor autour du chef. Une mise en place qui demande une grande précision. Une vingtaine de personnes s'agitent ainsi en coulisses, à l'abri des regards, des petites mains et des gros bras, sans qui la féerie de ces concerts d'été ne pourrait voir le jour dans cet écrin de la cour d'honneur. Dernier concert donc ce jeudi sous la baguette de Kazuki Yamada avec au piano le soliste Alexandre Kantorov. Les spectateurs pourront écouter entre autres l'ouverture que le prince Albert Ier a commandée à Saint-Saëns pour l'inauguration du musée océanographique il y a 111 ans maintenant. Mais pour cela, il faut que la météo le permette. Quel temps fera-t-il ce jeudi, Julia ? Alors il fera meilleur qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais ce ne sera tout de même pas un franc soleil. Le ciel sera couvert, mais pas de précipitations attendues. De quoi profiter tranquillement du dernier concert au Palais Princier, avec des températures comprises entre 18 et 27 degrés. Demain, nous fêterons les Abel. Parfait, vous nous avez rassuré, Julia. Les photos du jour pour clore ce journal, elles sont signées Stéphane Dana et consacrées à l'avant-dernière pièce du Fort Antoine, Stallone, avec sur scène notamment l'actrice française césarisée Clotilde Esmé, que l'on a pu voir récemment dans la série à succès avec Omar Sy, Lupin. Après les photos du jour, vous pourrez découvrir une vidéo liée à la campagne de sensibilisation de la vaccination destinée aux 18-25 ans. Vous retrouverez demain, jeudi à 19h, Émilie Rousseau, revenue du Japon. Quant à nous, nous nous retrouverons en début de semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Thank you.